Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire. Le 204e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus s'est consacré à la célébration des 10 ans d'existence du quotidien Palmarès. À travers une causerie, le directeur de publication s'est entretenu avec l'auditoire en lieu et place du promoteur Michel Aronon, absent. Dans cette édition, le contexte de création et la vie de ce journal. La musique béninoise a du mal à être exportée. Les œuvres artistiques nationales sont confrontées, se voient noyées par les musiques étrangères. Vous suivrez dans cette édition la lecture que fait John Acadius, musicien et compositeur de la musique béninoise. Le gouvernement béninois a lancé en début du second semestre 2018 la construction de 21 stades communaux de type omnisport, mais la commune d'Alada n'est pas concernée par cette première phase. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. 29 septembre 2008, 29 septembre 2018, 10 ans que le quotidien Palmarès est apparu dans l'univers des médias béninois. Le Café Média Plus de ce vendredi a consacré une causerie à cette célébration. Le directeur de publication a planché en lieu et place du promoteur Michel Aronon, absent. L'auditoire a pu revisiter le contexte de création et à la vie de ce journal qui a connu d'énormes difficultés à partir de son procès avec l'ancien ministre Marcel de Souza. Le compte rendu avec Alès Kitome. J'ai rejoint le train de Palmarès, je n'étais pas la genèse. C'était en 2010. Depuis lors, prix, concert, condamnation. Condamnation, on en a eu. Oui, on en a eu. Et quand on voit l'esprit, si il me permet l'expression, un peu va-t-en-guerre de mon patron, on ne peut toujours compter sur les condamnations. Mais c'est sa version, sa forme d'être déterminé à affronter. Et souvent, comme ça se passe dans la plupart des cas, c'est des négociations. Ça se résout souvent par des négociations. Des négociations. Prix difficile à dire quand vous êtes condamné souvent. Et quand je dis condamné souvent, ce n'est pas pour autant. Je ne vais pas exagérer. Je ne vais pas exagérer. De l'ODEM, il en vient. C'est la maison commune. Du tribunal, rarement, depuis que j'ai été là, 2 fois. 2 fois. Et sur les 2 fois, pour répondre après, je vais venir du cas qui parle beaucoup plus de Palmarès. C'est un dossier. Donc, voilà un peu le tableau de ce côté. Irrégularité ou l'inconstance de parution de Palmarès, c'est venu beaucoup plus de cette période-là, de crise avec Marcel de Souza, jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue de parler d'irrégularité, non de disparition totale. Je crois qu'hier même, Palmarès était dans les kiosques. Hier même. Donc, comme il aime le dire, c'est son slogan, c'est notre devise au journal. Ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Et je crois que c'est un peu la vie, oui, c'est la vie de Michel par rapport à son bijou, à son journal pour lequel il s'est investi tout le temps. C'est de lutter, c'est de ne pas disparaître totalement. Et je crois que c'est ce qui lui vaut aujourd'hui les 10 années de traversée.
Le thé, cette boisson millénaire consommée par 3 milliards d'humains selon les Chinois, a des origines dont plusieurs nations la paternité. Les Chinois affirment et démontrent à toute occasion qu'ils ont été les premiers à le cultiver et à le consommer. Ils lui ont même dédié des moments dans leur palais et en ont fait une boisson privilégiée de l'empereur. Cette démonstration illustrée a été faite à nouveau le lundi 24 au Centre culturel chinois au cours de la soirée intitulée « À la découverte de parfums du thé » par une spécialiste du thé venue directement de la Chine. Une soirée qui s'est déroulée dans un cadre créé à l'image d'un temple chinois. Suivez plutôt. Malgré le thé soit un produit de très grande consommation dans le monde, il y a une longue histoire qui demeure encore inconnue, d'où l'initiative du Salon du thé de ce soir, ayant pour l'objectif de dévoiler les merveilles du thé chinois. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le thé est originaire de la Chine et le thé fait partie intégrante de la culture chinoise. Alors, ce soir, nous sommes là et nous avons déjà décoré, installé cette salle dans les couleurs du thé avec l'exposition traditionnelle de la Chine. En ce jour, lundi 24 septembre 2018, nous célébrons aussi la fête de la mi-automne en Chine et en Asie. En effet, la fête de la mi-automne est célébrée le soir du 15e jour du 8e mois lunaire. Le jour de cette fête, la pleine lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, ce qui symbolise l'unité de la famille et le rassemblement. Ainsi, tout le monde se rassemble et boit du thé ou de l'alcool en admirant la lune. Les Chinois attachent toujours de l'importance à la réunion de famille et des amis pour jouir du bonheur familial. Il y a un dicton depuis longtemps: les fleurs belles, la lune ronde et les gens réunis. On boit sous la lune seul ou avec quelques amis, ou bien se réunit en famille. Comme ce soir, on peut dire qu'on se réunit en famille, c'est une grande famille internationale. Écoutons la musique de nos voisins, mais évitons le plagiat. Ne pensons pas d'abord à la célébrité, aux gloires, mais laissons la gloire venir vers et que le Bénin puisse avoir sa propre musique. Ce sont les propos de John Acadius ce matin lors d'une interview accordée à notre équipe. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida et de Christian Thomas Ménan. C'est un sujet très délicat, hein, la musique béninoise. Vous savez, nous avons cette chance encore d'avoir des pays voisins qui proposent et qu'on écoute et qu'on s'adapte ou qu'on adopte plutôt, et tout ça, à coup sûr, va nourrir notre musique. Mais le grave problème, c'est que nous ne prenons pas le temps d'étudier et de prendre, c'est-à-dire de prendre des bonnes leçons. Vous voyez, car nous avons vu dans ce pays, ou dans ce monde, nous avons tous dansé le makossa du Cameroun, on a dansé la musique sud-africaine, on est passé par la musique congolaise, on a dansé la musique ivoirienne. Aujourd'hui, on danse la musique nigérienne ou nigériane. Oui, cela devrait nous donner assez de leçons comme quoi, comment on peut créer une musique pour que cela vive longtemps. Comment on peut créer une musique et que cette musique reste comme un patrimoine
mondial. Vous voyez? Aujourd'hui, dans la musique sud-africaine, nous avons le gospel. Vous voyez? Et ça c'est resté et ça restera toujours. Vous voyez? Donc il y a un travail à faire. Quand je parle du gospel, c'est la polyphonie sud-africaine, c'est ce qu'on retrouve dans le gospel aux États-Unis aujourd'hui. Comment nous pouvons travailler une musique, qu'on retourne au couvent, hein, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir aimer ce qu'on fait, aimer nos origines, et arrêter de s'en vouloir, arrêter de se mâcher dessus et créer quelque chose qui peut, produire plutôt quelque chose qui peut nous porter loin. Si nous allons continuer à regarder chez nos voisins et vouloir faire comme nos voisins, on ne fera jamais mieux qu'eux. Car eux, c'est leur truc, ça vient de chez eux, ça vient de leur tiroir. Alors, cherchons nos tiroirs et puis évoluons. Voilà. Mais n'empêche pas qu'on écoute ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est tout ça qui nous nourrit. On va danser sur toutes ces sortes de musique, mais le résultat, souvent on pense qu'on a créé, mais on n'a rien créé. Mais c'est tout ce qu'on a entendu tout autour, qui nous fait produire ce qu'on sort. Et on se dit, oui, voilà, j'ai fait mon truc, j'ai fait ma source. Mais non, c'est parce que on a tellement entendu, ou tu as entendu dans ton village les gens chanter, et ça te donne cet air de chanter de cette manière. Et puis, bon, voilà, tu as été aux États-Unis, tu as été en France, tu as chopé ici de toutes sortes de genres de musique, et puis tu en fais une sauce. Puis après, bon, on dit que oui, on a fait notre musique. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire en disant ça? C'est qu'il faut qu'on écoute et qu'on ne soit pas complexé de sortir quelque chose et de ne surtout pas... ce que moi je conseille, j'ai dit, il faut que nous n'allons pas vers le succès. C'est le succès qui nous vient. C'est le succès qui doit nous venir. Vous voyez? Et c'est ce que vous faites qui doit amener ce succès-là. Mais si vous travaillez pour avoir le succès, parce que les Nigérians ont fait ça, ça marche, moi-même je vais faire ça, ça va marcher, et puis je serai connu, mais tu seras faux. Tu seras une personne fausse, et ta musique sera fausse, parce que, et voilà, elle n'est pas basée sur, elle n'a pas un bon fondement. Voilà. Donc, n'hésitons pas à rester original, n'hésitons pas à travailler pour être original. Et n'ayons pas peur des critiques, n'ayons pas peur de tout ce que les gens peuvent raconter. La perception sociale du vaudou et sa définition font objet de polémiques et de controverses. Si pour certains, le vaudou est un culte ou une religion, certains défendent la thèse selon laquelle le vaudou est Dieu. Mieux, le vaudou a généré un art de vivre et un art de penser. Le laboratoire d'analyse et de recherche de religion Espace Développement LARED se penche au quotidien sur la perception sociale du vaudou. Ainsi, je vous invite à suivre le directeur scientifique du LARED, le professeur Dodia Mouzouvi, à l'issue d'une conférence des forces vives du vaudou. C'était de déconstruire un discours qui tend à montrer le vaudou comme de la négativité, comme le diable, comme le mauvais. Un discours qui tend à montrer le vaudou comme une religion. Et dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de définir ce que c'est que le vaudou pour moi. Et pour la vérité, le vaudou n'est pas une culture, le vaudou n'est pas une religion, le vaudou n'est pas un système de pensée. Le vaudou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le vaudou est donc Dieu. Mais en tant que vaudou et en tant que Dieu, il a généré une religion. Il est essentiel de faire la différence. Christ n'est pas la religion. Christ, c'est la troisième personne de Dieu, Trinité, qui a généré le christianisme. Mais il y a donc un malentendu
doublement entendu qui fait du vaudou la religion, qui fait du vaudou la culture, qui fait du vaudou l'art de penser. C'est faux. Je voudrais que ceux qui m'écoutent en ce moment retiennent ceci une fois pour toutes. Le vaudou a généré un art de vivre, un art de penser, un art de s'habiller, un art de cuisiner, un art de construire. Le vaudou a donc généré une culture et a généré une religion. En deuxième position, j'ai essayé de démontrer par quel mécanisme, ce que j'ai appelé le hold-up intellectuel, quand on évoque Mahou, on oublie le couple Mahou-Segbolissa et on pense à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut donc qu'il y ait une sorte de décolonisation intellectuelle, de déconstruction du concept, pour que quand on dise Mahou, on sache que nous sommes dans la constellation du vaudou, on sache que nous sommes dans le panthéon du vaudou, s'il en existe, et qu'au bout, la cause causante, c'est le Mahou Segbolissa qui est conçu comme couple, comme énergie vivifiante, comme cause causante. Enfin, j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous continuons jusqu'à aujourd'hui de nager dans cette hypocrisie et quelle est la part des vaudous eux-mêmes. Comment il se fait que la nuit, les cadres béninois, les fonctionnaires béninois courent, rompent et vont chercher des solutions auprès des vaudous, non? Et le lendemain, affichent une appartenance à une autre religion dite moderne. Mais si le vaudou a créé une religion dite traditionnelle, il est temps que le christianisme devienne une religion aussi traditionnelle, puisqu'après le christianisme est arrivé beaucoup d'autres religions. Donc, la séparation qu'on fait entre religion traditionnelle, religion endogène et religion moderne, sur un plan chronologique a un sens, mais sur un plan méthodologique ne veut rien dire. Donc, en troisième position, j'ai essayé de montrer, d'appeler l'attention des gens sur cette hypocrisie souriante qui fait que nous sommes tous des vaudouisants. Je me pose la question même sur la laïcité du Bénin. Oui, nous avons une laïcité juridique, une laïcité proclamée. Mais est-ce que l'État est à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés religieuses au Bénin? Je n'en suis pas sûr. Je donne un exemple. Regardez combien de fêtes, de jours de fêtes sont fériés pour certaines religions. Combien en avons-nous dans la communauté du vaudou? Que vous savez. Or, l'État devrait se retrouver très objectif, très neutre, à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés. Mais pourquoi nous avons un lundi 2? Pourquoi nous avons un mardi 2? Pourquoi nous avons pourquoi près de 5 à 6 jours fériés pour des fêtes religieuses par jour? Alors dans une certaine communauté, alors que dans une autre, on n'a qu'un seul. Il y a lieu de se poser la question de savoir si socialement, la laïcité juridique proclamée, constitutionnelle proclamée, rencontre la laïcité sociale. L'infrastructure adéquate est la base de la pratique et du développement de toute discipline sportive. À ce titre, le gouvernement béninois a lancé en début du second semestre 2018 la construction de 21 stades communaux de type omnisport. Mais chef-lieu du département de l'Atlantique, la commune d'Alada n'est pas concernée pour cette première phase. Ne disposant pas d'une arène digne du nom, la jeunesse de cette commune devra attendre encore un peu pour voir la réfection du stade communal actuellement délabré et abandonné. Le constat avec cette ondée, Larios Adjagbenon. La commune d'Alada qui est érigée en chef-lieu de département, qui n'a même pas un terrain de football. Notre stade omnisport est dans un état piteux. Ces propos de Bruno Adanzounon, président de l'association sportive de la commune d'Alada Aska, tenus le samedi 7 avril 2018, nous ont amenés à effectuer une descente sur le stade municipal d'Alada le lendemain. Situé à proximité de l'hôtel de ville, l'infrastructure ne ressemble en rien à une arène sportive. L'état de l'enseigne n'est qu'un aperçu du délabrement dans lequel végète ce stade. Retrouvé à l'entrée, le président de l'Aska et l'un de ses proches collaborateurs
collaborateur Elias Beido accède à l'enceinte. Nous les rejoignons. Le constat est amer. Les limites du terrain de football ne sont plus visibles. Il n'y a pas de gazon sur l'aire de jeu, ni de poteaux. Selon les explications du président Bruno Adanzounon, l'un des poteaux tombés entre-temps se trouve ici et l'autre à la mairie. Cette situation l'attriste et il appelle les autorités compétentes à la rescousse. Ça nous gêne beaucoup et nous cessons d'attirer l'attention de nos autorités sur ça. Et nous prions les autorités au plus haut niveau, le président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de diligenter une équipe pour venir constater de visu l'état dans lequel se trouve le stade omnisport d'Alada. Les activités sportives, pour l'instant, se déroulent un peu partout. C'est les collèges, pour ne pas dire le CG1 d'Alada, qui disposent d'un terrain non réglementaire que nous utilisons pour nos activités sportives. Un tour au CG1 d'Alada et le constat est effectif. La jeunesse adrésienne a pris d'assaut ces installations sportives. Ces jeunes, ne pouvant rester inactifs, y pratiquent leur sport de prédilection depuis 2011. Avant de rejoindre le terrain du collège, les membres de l'Amitié FC, un club composé de joueurs ayant déjà arrêté leur carrière et encore en activité, ont œuvré pour la réhabilitation du stade municipal Omnisport en vain. Edouard Jossou et Rodrigue Dossavi-Yovo expriment leur désolation. Le club qui joue ici, que vous voyez là, nous on s'était organisé, on a déblayé le terrain, mais avec l'avènement d'Atral, on nous l'a arraché. On l'a arraché de force et on nous a envoyé de loin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus nous installer sur le terrain du CG ici. Donc vous voyez un peu comment les autorités agissent. Ils n'ont aucun souci du bien-être du sport dans la localité. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage et moi je regrette que les autorités ces autorités-là ne puissent comprendre l'importance du sport dans le monde aujourd'hui. Je dirais que c'est malheureux pour une commune comme Alada. Une commune qui plus est devenue un chef-lieu de département aujourd'hui. Et depuis lors, on n'a jamais constaté le rétablissement de cette infrastructure pour permettre aux jeunes d'Alada de se mouvoir sportivement. Même le projet de réhabilitation du stade initié par les autorités il y a quelques années est devenu un éléphant blanc. Cette absence d'infrastructures sportives adéquates dans la commune crée beaucoup de préjudice à la jeunesse. Les promoteurs de tournois n'ont plus la possibilité d'offrir un cadre d'expression approprié aux athlètes. Moi, je ne trouve même plus là où je dois organiser des tournois. Tournois de football, de volley ou de hand. Vous voyez l'état dans lequel se trouvent les aires de jeu au niveau du basket. En dehors du CG, c'est un terrain privé qui est à Lomé, que les basketteurs utilisent. Il n'y a pas un bon terrain, un terrain digne de nom où les gens vont s'entraîner et compétir. Je demanderai plutôt, non seulement au gouvernement, mais aux autorités locales de revoir leurs copies, d'aider un peu la jeunesse. De sources proches des autorités communales, le maire d'Alada a évoqué le problème au ministre en charge des sports, Oswald Omeki, lors d'une réunion. Il urge donc que des dispositions soient prises le plus vite possible pour l'éclosion des talents. Surtout que des jeunes pousses se forment actuellement à travers les classes sportives. Une jeunesse épanouie est gage d'une cité prospère. Pour ce faire, il lui faut vivre ses passions dans des conditions appropriées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezetv.com. Agréable week-end à vous.